Merci beaucoup. Merci à Clément et Maïté pour la gentille invitation à parler à ce colloque en heure de matin. La suite anonyme de la Cansu de la Crusade de Guillaume de Tudel est l'une de nos sources narratives les plus précieuses sur la croisade albigeoise, mais elle pose des problèmes historiographiques et méthodologiques qui ne sont pas toujours pleinement appréciés par les historiens. Si l'auteur est manifestement un témoin oculaire de nombreux événements historiques qu'il relate, nous ne savons pratiquement rien de lui avec certitude, si ce n'est son profond attachement à la ville de Toulouse et sa haine tout aussi profonde de la croisade albigeoise et ses auteurs. Et c'est un thème que Martin Aurèle a discuté dans son Chrétien contre les croisades. Martin a reconnu dans la Cansu un texte très anti-croisé, ou peut-être contre-croisade. Et si le contenu de la Cansu est historique, il est présenté sous la forme d'une chanson de gestes, ce qui soulève des questions sur la convention et les attentes du public, qui façonnent la présentation des événements par l'auteur. Ces considérations influencent fondamentalement notre approche de l'utilisation de cette source essentielle, mais elles ne sont souvent pas abordées explicitement en dehors des introductions aux éditions et aux traductions. Je voudrais poursuivre ce thème de Martin, l'idée d'un manifesto anti-croisade, contre-croisade, en examinant de plus près les genres de la Cansu, avec une approche interdisciplinaire aussi, en hommage à Martin. Et j'espère que nous pouvons mieux comprendre les intentions de l'anonyme et donc la manière dont son poème peut être utilisé par les historiens. La suite de la Cansu est l'un de nos principaux récits narratifs témoins de la croisade des Albigeois, qui a survécu dans son intégralité dans un seul manuscrit. Guillaume de Tudel, un clerc navarrais, avait commencé le poème en Languedoc sous le modèle d'une épopée semi-historique du IIe siècle, se déroulant pendant la première croisade, la Cansu d'Antioche. Écrivant avec une sympathie pour les croisés, la partie de la Cansu rédigée par Guillaume s'interrompt juste avant l'intervention du roi d'Aragon contre la croisade en 1213. Le poème est ensuite repris au milieu d'une phase par un continuateur anonyme que j'appelle l'anonyme. Très probablement un partisan de Roger Bernard de Foix, mais profondément attaché à la ville de Toulouse, qui poursuit le récit jusqu'à la veille du siège de Toulouse par l'armée de Louis, fils de Philippe Auguste, en 1219. Cependant, l'anonyme a très certainement composé la suite en 1228 ou 1229, soit alors que Toulouse se préparait à affronter un nouveau siège par les forces royales, soit, comme le soutient Marjolaine Ragan, et je suis d'accord avec elle, dont elle exprime cette théorie dans son étude magistrale sur le Cansu, lorsque la poésie fait le souverain. Elle croit que cette continuation est composée au lendemain de la paix de Meaux, lorsque Raymond VII, comte de Toulouse, s'était soumis à la régence de Louis IX en 1229. Selon Ragan, la Cansu avait pour but d'inspirer une nouvelle résistance contre les Français, de raviver une cause qui avait subi un nouveau revers, mais dont l'anonyme espérait qu'il ne serait pas définitif. L'anonyme est une poète exceptionnelle qui tisse une description magnifique et séduisante du cliquetis des épées et de la lumière du soleil sur l'acier. Son chant est une exaltation au parage, la noblesse, la libéralité et l'honneur qui constituaient l'idéal de la culture courtoise méridionale.
C'est aussi un monument à sa haine des croisés et du clergé qui leur était associé, et une célébration de la faveur de Dieu pour la ville de Toulouse. C'est également un témoignage crucial sur les événements de la croisade, car l'anonyme a été témoin oculaire du quatrième concile de Latran et des sièges de Beaucaire en 1216 et de Toulouse en 1217 à 1218. Lorsque ces informations peuvent être vérifiées par d'autres sources, elles sont généralement exactes, à quelques exceptions près, comme nous le verrons plus loin. Et ils donnent une perspective méridionale unique sur ces événements. Mais la censure s'inscrit également dans une tradition de vers épiques vernaculaires qui remonte à la chanson de Roland au XIe siècle. Ces chansons de gestes présentaient les exploits héroïques de guerriers chevaliers, considérés comme largement historiques par son public. Ce public ne doutait guère que des personnages tels que Roland Olivier ou Guillaume d'Orange étaient de véritables hommes hommes du passé, qui avaient accompli à peu près les exploits qui leur étaient attribués. Cependant, on reconnaissait également que les exploits présentés dans ces chansons de gestes étaient hyper réalistes. Des prouesses de force surhumaine et des conversations imaginaires pouvaient s'émisser beaucoup plus fréquemment et facilement que dans les récits en prose latine, plus sobres du passé carolingien, par exemple. Cependant, à la fin du XIIe siècle, l'épopée vernaculaire en vers a commencé à changer de deux manières profondes. Le premier, et le plus évident, fut l'essor de roman, la roman de Violette, lancé par des poètes tels que Chrétien de Troyes. Le sujet restait souvent quasi historique, notamment à la cour de roi Arthur, mais le rôle de surnaturel et l'accent mis sur le comportement courtois prirent de l'importance, et les protagonistes, tels que Lancelot, étaient davantage issus de l'imagination que des archives historiques, comme cela avait été le cas pour Roland, par exemple. Cela ne signifie pas que le public ne supposait pas encore que ces personnages avaient existé dans le passé, mais au début du XIIIe siècle, les procédés littéraires pouvaient que les auteurs et les publics reconnaissaient un élément d'irréalité dans les récits. Le plus frappant exemple est l'insertion des personnages contemporains tels que les comtes de Bar-le-Duc, Dreux, Saint-Paul et même Montfort. C'est relevant notre discussion maintenant. Dans un tournoi fictif à Montargis, dans le roman de la Violette de Gerbert de Montreuil, composé à peu près à la même époque que la suite de la censure de la Crusade. Ces apparitions, caméos des personnages réels, sont un jeu littéraire qui rend l'action plus plausible, tout en reconnaissant que les événements racontés ne sont pas réellement produits. Dans le même temps, la poésie épique vernaculaire plus traditionnelle continuait à traiter des sujets historiques, mais commençait également à s'intéresser à l'actualité. Si la censure de la Crusade est le premier exemple de cette histoire en vers immédiate en Languedoc, des récits de la première croisade à Jérusalem avaient déjà fait leur apparition dans les langues vernaculaires tout au long du XIIe siècle. Comme nous l'avons noté, la cantion de la Crusade s'inspire, pour sa métrique et sa mélodie, de la cantion d'Antioche. Les premières épopées sur les croisades s'inspiraient étroitement des chansons de gestes et ne constituent en rien des sources historiques indépendantes pour les événements qu'elles décrivent. Elles étaient destinées à divertir, et leur public les comprenait très certainement de la même manière que nous regardons aujourd'hui un film inspiré par une histoire vraie. Une représentation à prendre avec des pincettes, mais d'autant plus séduisante pour notre imagination qu'elle donne un sentiment de réalité grâce à ses détails somptueux et ses conversations inventées. Cependant, à la fin du XIIe siècle, le poète normand Ambroise composa une épopée en vers
vernaculaire, non pas sur la première, mais sur la troisième croisade, dont il avait peut-être été témoin oculaire et dont il était certainement bien informé. L'histoire de la guerre sainte, qui relate les exploits de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, offre un parallèle instructif en Longueuil avec la Kansu. Bien qu'étroitement lié au protagoniste de leur récit et fournissant des informations originales et précises sur les événements, ils sont marqués par les conventions de la poésie vernaculaire plutôt que par la prose latine. Et le public contemporain aurait reconnu cette distinction. Cela ne veut pas dire que l'histoire latine était stylistiquement isolée de l'épopée inverse. Les chroniqueurs en prose latine cherchaient également à divertir le public, tout comme les poètes vernaculaires tels que Ambroise et le continuateur anonyme cherchaient à l'informer. Le discours direct, par exemple, est présent dans presque tous les récits médiévaux, quel que soit le genre. Parfois, ce discours direct est un embellissement de conversation dont l'auteur était témoin ou dont il savait qu'elle avait eu lieu. Les harangues sur le champ de bataille sont particulièrement courants, comme dans le poème épique latin Philippide, où Guillaume le Breton met des discours enflammés dans la bouche de son héros, le roi Philippe Auguste. Lors de la bataille de Bouvines, un événement dont Guillaume a été témoin, et de Simon de Montfort lors de la bataille de Muret, un événement dont Guillaume n'a pas été témoin. On peut supposer que le premier reflète le teneur de l'exhortation de Philippe, tandis que le second est presque certainement inventé de toutes pièces pour glorifier davantage les Capétiens. Mais le discours direct était aussi souvent attribué aux ennemis des protagonistes de l'auteur. L'exemple le plus extravagant est retiré des Gestes de Francorne, un récit en prose latine de la première croisade écrite par un participant anonyme. Bien qu'il s'agisse d'une source fiable, voire essentielle, sur la campagne, l'auteur inclut une scène dans laquelle la mère de Kerboga, l'Atabeg turc de Mossoul, prophétise la faveur de Dieu sur les croisés et la défaite des musulmans. Elle distingue même Bohemond de Thor et Tancred de Lecce, chef du contingent cyclo-normand, auquel, quelle coïncidence, appartenait l'auteur anonyme, pour les louer tout particulièrement comme des héros chrétiens sans pareil. De même, Ambroise décrit un certain Sangouin d'Alep, répondant aux récriminations de Saladin après la bataille d'Arsuf, en soulignant la vaillance et la combativité suprême de Richard Cœur de Lion. Non seulement ces scènes, mais aussi les personnages qui y apparaissent sont purement fictifs. Il n'est pas nécessaire de supposer que la mère de Kerboga était présente devant Antioche, ni que le Sangouin d'Ambroise, non suspect évidemment, ait été inspiré par Azahir, fils de Saladin et émir d'Alep, en réalité. Ces personnages et leurs paroles ont été entièrement créés par les auteurs pour animer le texte et renforcer leur rhétorique. Cette discussion sur la littérature historique contemporaine est nécessaire pour comprendre comment l'anonyme a abordé son travail et comment son public l'a reçu. La Kansu est une source historique inestimable, en particulier pour les événements dont l'anonyme a été témoin. Mais son objectif premier n'était pas l'histoire. Il s'agissait d'inciter et de motiver la résistance à la croisade. Comme le souligne Nicholas Vincent, depuis l'époque de Thucydide, le discours rapporté a toujours été le meilleur moyen pour un historien d'introduire sa propre opinion, non pas sur ce qui a été dit, mais sur ce qui aurait dû être dit. Il est donc important d'examiner plus attentivement sur l'utilisation répandue du style direct dans la Kansu et ce qu'il peut et ne peut pas nous apprendre. Par exemple, il est peu probable
que le discours de Guy de Cavaillon, un personnage analysé par Martin Aurèle aussi. Ce discours a remonté le jeune Raymond VII avant la mort de son père. Ce discours sur Parache en 1216 a été prononcé de manière impromptue en couplet rimé, comme il est présenté. Bien que, compte tenu du talent de Troubadour de Guy, il ne soit pas impossible que l'anonyme recycle ici des éléments tirés d'un Cervantes ou un partenaire. Les sentiments exprimés par Guy représentent toutefois clairement ceux des contes de Raymond VII, au moins en 1228 et 1229, et presque certainement aussi en 1216. Mais d'autre part, l'anonyme dépeint le pape Innocent III comme profondément déchiré par la décision de déshériter Raymond en faveur de Simon de Montfort lors du 4e concile du Lateran en 1215. Cela pourrait bien avoir un fondement réel, mais malgré ces prescriptions sévères dans Vergentis Insenium, Innocent s'est montré réticent dans la pratique à punir les enfants pour les péchés de leur père. Mais l'anonyme affirme que le pape, confronté aux partisans raymondins parmi le clergé, a faiblement sapé la décision du concile en déclarant que si Raymond aime bien Dieu et l'Église, sa mère, et s'il ne se montre pas orgueilleux ni déloyal envers les deux, Dieu lui rendra Toulouse, Agen et Beaucaire. Renversement complet de la décision. Que Innocent III, l'architecte confiant de la monarchie papale, se soit comporté de manière aussi ambiguë, va à l'encontre des preuves fournies par ces documents et de ce que l'on sait de son caractère, indépendamment de ses doutes intérieurs. Quoi qu'il en soit, l'anonyme se contredit deux liasses plus loin lorsqu'il dépeint Innocent comme essayant de renconforter Raymond abattu. J'ai réservé, dit le pape, pour subvenir à tes besoins le Venaissin, l'Agence et Beaucaire. Avec cela, tu pourras patienter. Un peu de contradiction. En réalité, l'Agence avait été réservée à la belle-mère et conformément belle-sœur de Raymond, Éléonore d'Aragon, dans le cadre de sa dot, ainsi qu'une allocation annuelle de 150 marques provenant de Beaucaire, qui était tacitement reconnue comme appartenant à Simon de Montfort. Et nous verrons le conflit sur Beaucaire bientôt. Bien qu'il ait été témoin oculaire du concile, l'anonyme se trompe tout simplement sur ce point. Mais les besoins narratifs de la Cansu exigent une justification de la prochaine étape de Raymond. La reconquête de Beaucaire par la force sur les croisés, qui marquera le début du démantèlement de l'hégémonie croisée établie au début de la suite de la Cansu par la défaite des méridionaux améliorés. Comme pour l'auteur de Geste Francorum ou Ambroise, un narrateur généralement fiable n'est donc pas digne de confiance sur tous les points. Toujours comme ces historiens des croisades, l'anonyme prend des libertés particulières avec les discours directs attribués au camp ennemi. Face au premier revers des croisés devant Beaucaire en 1216, Hugues de Lacy déplore qu'il n'est pas facile d'enlever un château à son seigneur légitime. Et celui qui conquiert la terre et s'empare de la demeure d'autrui au détriment de la justice et en employant la tromperie et les méchancetés, la méchanceté encore, celui-là perd la terre qu'il a conquise, ses revenus et son capital. L'année suivante, alors que les croisés assiégeaient Toulouse, Raoul, comte de Soissons, exprima un scepticisme similaire à propos de la croisade. Sire comte de Montfort, s'il avait plu à Jésus-Christ que l'orgueil fût toiture et que péché fût miséricorde, la vie, ses richesses et ce dont elle est garnie serait à vous. Mais je ne vois pour le moment
nulle apparence qu'elle soit sur le point d'être prise, parce que le contrairement duc et marquis la revendique par droit de naissance, et nous savons qu'il est dans le vrai, de même que son fils, le jeune comte, qui est le neveu du roi d'Angleterre. Il peut sembler évident que de telles scènes ne peuvent être considérées comme des preuves historiques fiables. Cependant, de nombreux historiens modernes ont, de manière peut-être surprenante, ignoré ce problème. Janet Shirley, traductrice de la Consul en anglais, avertit ses lecteurs qu'il est facile d'oublier qu'il s'agit là de procédés littéraires et que, selon toute probabilité, le comte de Soissons et les autres n'auraient jamais songé à prononcer de telles remarques. Mais d'autres sont moins sceptiques. Eugène Martin Chabot, dans l'introduction à sa belle édition et traduction de la Consul, affirme que l'anonyme a été informé des événements dans le camp des Croisés par Guillaume de Puylaurens, un habitant de Toulouse, devenu plus tard chroniqueur latin et membre de l'entourage de l'évêque de Toulouse. Et Martin Chabot écrit « Ainsi peut-être s'expliquer comment notre poète a pu construire avec des données réelles ces dialogues, ces discussions. Il rapporte un style direct comme ayant été échangé ou mené. Il y a cela une part d'invention poétique, une part, puisqu'il fait parler les personnages que sont mis en scène par lui en vers et, qui plus est, en Languedoc, quelle que soit leur contrée natale. Bon. Mais la substance, le sens général et leurs paroles sont conformés à ce qu'on a pu apprendre de gens bien informés, aussi bien en ce qui concerne les débats de Rome que les conseils tenus par Simon de Montfort et des instincts critiques. Sachant quel était le caractère de ces personnages, il a été à même d'allier la vraisemblance psychologique et la vraisemblance historique. C'est une évaluation peut-être optimistique. Il a déjà été démontré que le récit de l'anonyme sur le 4e concile du Lateran, aussi précieux soit-il, n'est pas aussi fiable que le suppose Martin Chabot. Les conseils de guerre Montfortin sont a fortiori sujets à la manipulation littéraire. Mais des historiens plus récents que Martin Chabot sont tombés dans le même piège. Daniel Brown, dans son étude biographique sur Hugues de Lacy, reconnaît que la scène citée ci-dessous est une invention, une projection des préjugés et des méridionaux, mais admet néanmoins que l'anonyme présent à Beaucaire aurait été bien placé pour voir les étendards et les insignes héraldiques des participants au combat. Il aurait même pu observer ceux qui entraient et sortaient de la tente du chef des croisés et aussi décrire avec précision la composition des colloques de Montfort. Certains détails concernant la coterie de Montfort, le territoire et les affiliations, par exemple, étaient clairement connus de Raymond et ses partisans, et il est probable que l'anonyme ait entendu parler des murmures de mécontentement provenant du camp du croisé. Lawrence Marvin, dans son histoire militaire de la croisade, et en fait également à la prudence concernant les rapports anonymes sur les conversations des croisés, mais il conclut également que même si ces dialogues n'ont jamais eu mot pour mot, ils reflètent sans aucun doute les attitudes réelles. Mark Gregory Pegg, dans l'ouvrage A Most Holy War et la monographie la plus récente sur la croisade albigeoise et la plus fréquemment citée, de moins en anglais, il formule même par les réserves ci-dessous, relatant les conversations des croisés tirées de la Consul comme des représentations sans problème de l'ambiance et des divisions au sein du camp. Gérard Bouillon a consacré la plus grande attention aux conseils de guerre des croisés tels qu'ils sont décrits dans la Consul. Tout en reconnaissant l'objectif littéraire du discours direct dans le poème, Bouillon analyse les arguments avancés dans le camp des croisés comme révélateurs de la dynamique réelle au sein de l'armée. La haine inflexible et la mauvaise grâce de Simon de Montfort, les intérêts contradictoires entre les croisés de passage et ceux qui possèdent des terres dans le Midi, et le rôle flatteur des membres insignifiants de son entourage.
Comme nous le verrons, Cohérent explore la signification possible de ces termes, mais principalement dans le contexte du conflit réel, plutôt que comme des inventions littéraires. Cependant, la preuve que de telles divisions existaient dans la réalité repose entièrement sur le témoignage de l'anonyme. Il est vrai qu'il ne méconnaissait pas ses ennemis, en particulier Simon de Montfort. Les noms des personnages présents dans les conciles reflètent largement ceux du camp des croisés à l'époque. Comme l'ont montré Michel Fournier et Laurent Massé, l'anonyme semble avoir été conscient de la dévotion de Simon et ses partisans pour Saint Vincent. Il avait également clairement entendu l'histoire des moments qui ont précédé la mort de Simon le 25 juin 1218. Comment le croisé avait été convoqué alors qu'il assistait à la messe, mais avait attendu la consécration de l'hostie avant de descendre sur le champ de bataille. Et ça non. Mais les tentatives de Martin Chabot et Brown pour suggérer un itinéraire plausible par lequel les informations sur les conseils du croisé auraient pu parvenir au camp du Sud ne sont pas convaincantes. Depuis les remparts de Beaucaire ou de Toulouse, on pouvait certainement déterminer l'héraldique des combattants sur les champs de bataille, mais il fallait avoir une vue perçante pour repérer l'identité personnelle des hommes qui se rendaient à la tente du conseil ou un revenant. Même dans ce cas, cela ne révélait que l'identité des personnes présentes, mais rien de ce qui a été dit ni par qui. La scène imaginée par Martin Chabot, où l'anonyme et Guillaume de Puylaurens échangeaient des notes, est encore moins crédible. Et il est loin d'être certain que Guillaume était mieux informé que l'anonyme sur ces points. Il ne fournit en fait aucun détail des conversations ou les dissensions des croisés à Beaucaire ou à Toulouse dans sa propre chronique. En fin de compte, il n'est pas nécessaire d'expliquer comment l'anonyme a obtenu ces informations sur le contenu des conseils des croisés. Nous l'avons vu, le poète n'était pas un historien, ni au sens moderne du terme, ni au sens médiéval du terme, comme Guillaume de Puylaurens. Sa description des croisés en conseil, comme ses autres utilisations du discours direct, n'avait pas pour but de rendre compte avec précision des désaccords et des factions au sein de leur camp. Il s'agissait de démontrer leur défaillance morale, en particulier celle de Simon de Montfort, et la justice de la cause des Méridionaux. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les discours que l'anonyme met dans la bouche des croisés soient dépourvus d'intérêt, même historique. Si nous ne nous apprenons rien sur ce qui s'est passé dans les tentes devant Beaucaire et Toulouse, ils nous en disent long sur la manière dont le pape Brémondin souhaitait promouvoir sa cause et sur la façon dont le public s'attendait et ce que les méchants se comportent. Lorsqu'il apprend la nouvelle de la révolte de Toulouse en 1217, Simon prononce un discours. Il est informé par un messager de la perte de Toulouse. Il a perdu le contrôle sur Toulouse et il tient une conférence de presse avec ses seigneurs provençaux. Peu fiable peut-être. Et il prononce ce discours à la Trump peut-être. Seigneur, dit-il, je puis bien vous dire et faire voir qu'il me convient bien de révérer et de remercier Jésus-Christ, car jamais il me semble tant de bonheur ne me fut accordé par lui. Mon frère m'envoie des lettres dont je dois me réjouir. C'est que nulle part personne ne peut lui résister, que le complément s'en est allé à l'aventure à travers le royaume d'Espagne. Il est revenu à Toulouse, mais où s'établit, que les Fédis s'enfuient par Bordeaux jusqu'à la mer, vu qu'aucun de nos reparaître sur toute l'étendue
l'étendue de ma terre, que le roi d'Angleterre veut conclure un accord avec moi et qu'il accroîtra ma terre pour que je le laisse en paix. Lui-même, son frère Guy de Montfort, est entré à Toulouse pour réclamer et percevoir la contribution qu'on m'y veut payer. Il me dit aussi de ne m'occuper que de bien guerroyer, de conquérir le pays et de soumettre mes ennemis. Puisque Dieu veut me faire plus puissant et tant m'avantager, si je trouvais moyen de conclure un bon accord sans rien perdre ni diminuer mes droits, je l'accepterais volontiers pour faire régner la justice. Cette présentation absurde de Alternative Facts est profondément drôle et clairement destinée à faire rire. De même, les descriptions de Simon de Montfort le comportant comme un enfant gâté à chaque revers militaire ne disent rien de son caractère réel, mais le montrent comme un tyran méquin, vengeur, mais finalement frustré, gouverné non pas par l'honneur, mais par l'avarice et les mauvais conseils du clergé. Par exemple, le lion enragé cède la place au chaton pleurnichard lorsque le légat papal le réprimande pour sa colère immodérée. Messire, dit le comte, pardonnez-moi ce manquement. Je suis si dépité, si irrité, que je ne sais plus ce que je dis. J'ai bien le droit d'être en grande colère et d'avoir le cœur et la raison égarés, puisque les gens réduits à rien m'ont à ce point dépossédé. Jamais, tant que je vivrai, je n'aurai ma revanche de cela. Même le frère de Simon Guy, amené à traiter le chef de croisée de dur et tyran. Cette image peu flatteuse contraste fortement avec celle du noble bien-aimé Raymondé, créant un effet de chiaroscuro qui permet au héros de l'anonyme de briller davantage. Un outil particulièrement efficace de l'anonyme que nous avons déjà rencontré consiste à attribuer les arguments des seigneurs méridionaux aux croisés eux-mêmes. Le poète crée 3 groupes de partisans de Simon de Montfort. Les premiers sont les grands seigneurs, tels que le comte de Soissons, nous l'avons vu, qui considèrent l'ensemble de l'expédition avec un certain dégoût et semblent se sentir plus à l'aise dans le camp adverse aux côtes de Raymondé. Henri de Créon, un autre croisé de passage, réprimande le légat papal devant Toulouse, insistant sur le fait que l'écriture ne dit pas et la loi ne prescrit pas qu'à tant vous priviez aucun seigneur terrien de son patrimoine. Si le comte Raymond perd la présence de la terre dont il a hérité, loyauté et droiture la lui rendront en d'autres temps. Que Parage soit abaissé, mis en pari et brisé pour les torts d'autrui, c'est un sujet de grand étonnement. Si moi, dans ma terre, j'avais su que tel était le dessein secret, ni moi, ni ceux de ma compagnie, nous ne serions ici maintenant. Naturellement, étant donné leur statut social élevé, ce sont des opinions nobles. Par conséquent, selon l'anonyme et les attentes de son public, ils doivent critiquer cette ignoble croisade. Peu importe que les causes et les objectifs de la croisade aient été largement connus après le 4e concile du Latin, et qu'il serait très étrange qu'un seigneur entreprenne de son propre chef une campagne dont il trouve moralement répugnante. Les opinions et les motivations réelles des Amaury de Crayon ou du comte de Soissons n'ont aucune importance pour l'objectif de l'anonyme. Même les fidèles partisans de Simon de Montfort, ces croisés investis de terres confisquées aux méridionaux, tels que Hugues de Lessy, le contredisent constamment dans le Quinçou. Guyon qualifiait ces chevaliers de grognards de Simon, des hommes qui savent que leur sort est lié au sien, mais le regrettent un peu. Une fois encore, cela ne nous apprend rien sur les attitudes réelles au sein de l'armée des croisés. Si Alain de Roussy avait réellement cru à Beaucaire en 1216,
qu'il semble bien que Jésus-Christ ne veuille pas que la tromperie réussisse plus longtemps et que Simon devait immédiatement rendre le château, il est étrange qu'il ait continué à se battre dans le Midi pendant 3 ans après le mort de Simon, jusqu'à ce qu'un carreau d'arbalète l'abatte alors qu'il défendait Montréal en 1221. L'anonyme attribue des opinions encore plus radicales à Foucault de Berzy, qui doute de la validité même de l'indulgence de la croisade, arguant auprès de Foucault et de Toulouse que, quoi que vous m'en disiez, vous ne me persuadirez pas aujourd'hui qu'à cause de vos prêches et de nos péchés, Jésus-Christ ne se soit pas irrité contre nous. Mais en réalité, Foucault poursuivra également la lutte après la mort de Simon, avant d'être capturé lors de la bataille de Baziège en 1219. Non seulement ce discours démontre la justesse de la cause méridionale, que même les croisés doivent admettre, mais il dépeint les croisés comme une bande divisée et indisciplinée, contrairement à l'armée raymondine, unie dans la défense de Toulouse et du Perrache. Il renforce également l'accusation de mauvais gouvernement portée contre Simon de Montfort, qui n'écoute pas ses conseillers, mais préfère se tourner vers les flatteurs. À Beaucaire, Alain de Roussy se plaint, puisque tu, Simon, demandes un conseil, tu n'as pas le droit de le donner. Mais Simon fait exactement cela. Après la perte de Beaucaire, Simon cherche à punir Toulouse pour la sympathie supposée de ses citoyens envers leur ancien seigneur et afin de récupérer ses pertes lors du siège. Une initiative que le Simon historique a effectivement poursuivie. Mais une fois de plus, l'anonyme imagine ses parents essayant de le dissuader, pour être à leur tour contesté par les petits chevaliers et les membres de la maison de Simon, Lucas, Fernandisi et Thibaut de Mondeville. Tout ce qui affirme que la clémence envers Toulouse ne fera qu'engendrer le ressentiment de la ville et que Simon doit donc la détruire. Il s'agissait là encore de membres réels de l'entourage de Simon. Lucas aidera à négocier un traité avec le comte de Foix, ce qui suggère peut-être qu'il n'était pas en réalité tout à fait la propagande de guerre que présente l'anonyme. Fernandisi et Thibaut de Mondeville étaient tous deux des membres de longue date de la cour de Simon. Fernand ne semble pas avoir été doté d'une seigneurie dans le Midi, mais les habitants de Rieux-en-Minervois se plaindront plus tard que Thibaut avait injustement augmenté leur taille, ce qui correspond à la description qui en est faite dans la canson. Il est impossible de savoir si ces hommes ont effectivement soutenu le sac de Toulouse ou s'ils ont été motivés à le faire en raison de leur dépendance à l'égard de Simon. Mais le fait que ce soit les personnes socialement inférieures qui adoptent une ligne dure contre Toulouse, c'est le bout inverse de la description des opinions attribuées au grand seigneur. Ce sont des hommes dont l'opinion ne devrait pas compter. C'est donc, pour l'anonyme et son public, un autre point négatif pour Simon qu'il les écoute, privilégiant leur conseil à ceux de ses nobles partisans. Lucas, dit le comte, vous et monseigneur l'évêque me conseillerez, vous jugerez comme il se doit, car vous ne voulez que mon avantage, et jamais vous ne me direz des mensonges. Comme le fait remarquer Robert de Picquigny, quasi-temporaire, lors du siège de Toulouse en 1217, c'est pour l'orgueil de France et pour les exploits sans grandeur que furent tués Roland et Olivier en Espagne. Le comte perd la terre parce qu'il n'est pas un bon seigneur terrien. Ce jugement correspond tout à fait à l'architecture de la suite de la canson.
Mais cela ne signifie pas, pour autant, qu'il reflète les perceptions ou la réalité du camp des croisés. Pour l'anonyme, les croisés et le clergé qui les soutient cherchent à renverser la droiture et le courage, valeurs auxquelles ils accordent une dignité quasi sacrée. Face à l'affondrement éminent ou apparent de la cause méridionale, face à une nouvelle campagne royale, il a écrit La Quinçue pour susciter un esprit de résistance parmi ses compatriotes. Le modèle politique de Guillaume de Tudel, adapté à ses propres fins politiques, a fourni l'anonyme un moyen efficace de transmettre son message. Ce message n'a jamais été une histoire sobre, malgré les riches détails historiques qu'il est capable de fournir en tant que témoin oculaire. Il s'agissait plutôt de fournir un récit divertissant et inspirant de triomphe du bien sur le mal, avec la promesse d'autres victoires à venir si son public saisissait l'occasion. Les faits historiques devaient souvent être adaptés ou inventés pour répondre à cet objectif. Bien sûr, le cri de cœur de l'anonyme est resté lettre morte. Aucune résistance méridionale ne s'est matérialisée dans les années 1230 et les tentatives d'indépendance de Raymond VII en 1242 a été rapidement écrasée. Mais l'échec de l'anonyme est ironique. L'articulation de sa cause perdue est si convaincante que sa description de ses ennemis a souvent pénétré les défenses critiques des historiens 8 siècles plus tard. Je vous remercie.